be starting shortly the last working session before the closing ceremony. Can you please turn off the mobile phones? Okay, thank you. Chairman. Well, colleagues and friends, I see this session as a precursor to the one that will follow the concluding session. So I consider this to be very, very important in the sense that we'll look at some takeaways. What are we taking away from our 2 days of very intense conversation? We have, over the last 1.5 days, looked at a wide range of issues on ICT and its integration into education and the training systems. So we would like to know from this distinguished panel of 5 ministers representing virtually every region of Africa, except North Africa, and 2 officials from 2 important co-partners in organizing this forum. We would like to know, have we left anything out that we should have actually addressed during the course of the last day and a half? Also, what are your priorities? Are they priorities in the whole system of education? Are they on teacher education? Are they on marginalized or those who have been left out? Is it higher education? Is it the so-called missing middle, technical skills development? What about planning? We heard a lot about setting priorities, why it is important. We heard about the importance of follow-up, implementation. We also were told by some of the presenters that we should really look long-termish because this is a field that is moving like lightning in terms of pace and speed. Should we really be looking at what is it likely to look like in 5, 10, 15 years? Because I remember at the World Bank, every other year we changed our computers because the pace was moving extremely fast. So this kind of questions. Then we have heard quite a bit about funding. Obviously, funding is key to this. We talked about the role of partners, the role of funding agencies, and a lot of them are here, and they are willing and ready to listen to the ministers, because these are really the people in the trenches, the people who are feeling the pinch, the people who are in the field. So I consider this session really to be very, very important. I want to end up by perhaps challenging to tell us a little bit about what appears to be a tension sometimes. Is this a demand-driven initiative or approach, or is it supply-driven? To me, this is important because in development, the field is littered with skeletons of supply-driven approaches that never actually achieved anything because they had very little buy-in. So I would like to take the opportunity to invite the ministers in turn to begin by perhaps an opening statement, 5, maximum 10 minutes, and our 2 colleagues from OIF and from UNESCO, and then subsequently to open it up for discussion. So without much ado, I will ask the first speaker. The
ask the first speaker. I'll ask the first speaker, the Honorable Minister of Angola, Professor Narciso Benedito. Minister, you have the floor. Muito obrigado. Après avoir écouté différentes langues dans notre contexte, je vais changer un peu et je vais vous parler dans ma langue officielle, le portugais. Obrigado a todos. Para que tenham tempo de colocar os... Muito obrigado. Dizia, pois, que nós vamos, em primeiro lugar, aproveitar esta ocasião para agradecer todas as comunicações, à organização, que foi impecável, a todos os títulos, impecável. Agradecer a logística, enfim, os parceiros, os financiadores deste importante fórum ministerial que nos deu a possibilidade de apreciar e fazer e sobrevoar os assuntos de extrema importância para o desenvolvimento da educação nos nossos países respectivos, utilizando as tecnologias de informação e comunicação. No que diz respeito a Angola, pensamos que podemos reter de tudo isto que aqui foi dito 3 ideias fundamentais que eu gostaria de expor muito brevemente. A primeira ideia, penso que, e foi aqui referida também, com a qual concordamos em absoluto, é a necessidade de termos uma abordagem da integração das tecnologias de informação e comunicação na educação a partir de uma visão endógena, ou seja, termos a possibilidade de, nos nossos países respectivos, definirmos uma visão política nacional sobre o sistema educativo e a sua modernização com o recurso às tecnologias de informação e comunicação. Portanto, a ideia que eu pretendo aqui sublinhar tem a ver com a vontade política dos nossos governos, de cada um dos nossos governos, expressa na definição de um documento de política que possa olhar para as tecnologias de informação e comunicação não apenas como um instrumento mais, mas sim como algo que ajude de facto e responda efetivamente às necessidades de desenvolvimento das nossas sociedades. As tecnologias de informação e comunicação, na nossa opinião, não podem ser vistas apenas como utilização de instrumentos tecnológicos nos sistemas educativos e nas salas de aulas. Elas devem, na verdade, ajudar a dar respostas às necessidades de desenvolvimento nacional. Portanto, é esta a nossa visão sobre a qual deve assentar a política dos nossos países, em particular do meu país, sobre a integração das TIC na educação. Assim,
podemos estar em condições, os nossos países podem estar em condições de enfrentar desafios importantes, como sendo o desafio de universalizar o ensino primário, reforçar o acesso e a equidade do ensino secundário e melhorar a qualidade e a eficácia interna dos nossos sistemas. Esta é a primeira ideia que eu gostaria de colocar. A segunda ideia tem a ver com... Existem nos nossos países, e no meu país em particular, processos que estão em curso. Processos estes de reformas, reformas estruturais, reformas curriculares, reformas da administração da educação, reformas na gestão das escolas. Todos esses processos de reformas que estão em curso nos nossos países, e no meu em particular, além de assentarem sobre o esforço nacional, o esforço dos governos, tem também necessidade de contar com parcerias estabelecidas. No caso de Angola, temos uma parceria estabelecida com a ADEIA e gostaríamos, no quadro desta parceria, podermos partilhar a nossa visão com a experiência de outros países e beneficiar da sua expertise no domínio da educação e da gestão da qualidade do nosso sistema educativo. Na verdade, quais são as parcerias que nós desejaríamos? Desejaríamos, por exemplo, de termos parcerias no quadro das reformas que eu já mencionei e que estão em curso neste momento no nosso país, que têm a ver com os programas e métodos de ensino, que têm a ver com a formação dos professores, que têm a ver com a avaliação dos alunos, enfim, parcerias com, permitam-me o pleonasmo, com parceiros credíveis que desenvolvem a sua ação numa base tecnológica. Portanto, estamos a falar de parceiros e empresas de base tecnológica que podem ser nacionais ou estrangeiros, que partilhem connosco a mesma visão política que dê resposta às necessidades de desenvolvimento do nosso sistema educativo. Penso que uma das prioridades para que toda esta visão possa ser desenvolvida tem a ver com o reforço dos sistemas de informação, da recolha, do tratamento e da utilização da informação estatística. Penso que uma das nossas grandes fragilidades tem a ver com este sistema que naturalmente está em curso, mas que nós temos necessidade de desenvolver, temos necessidade de aprofundar e temos necessidade de reforçar. Portanto, e para terminar, as ideias que nós pensamos devem ser essas: partilha de uma vontade política, gestão dos processos de reforma em curso nos nossos países e parcerias, nomeadamente no domínio da informação estatística, tratamento e informação estatística dos nossos sistemas educativos. Estas são, Sr. Presidente deste painel, as ideias que gostaríamos de partilhar com os demais colegas aqui presentes. Muito obrigado. Thanks very much, Honorable Minister, for those very powerful comments, 3 very useful points indeed. Let me call upon the next speaker, the Honorable Minister of Mali, Honorable Mahamadou Babi. Minister, you have the floor.
Je voudrais tout d'abord remercier l'ADA pour cette invitation aux deux délégations du Mali et aussi pour avoir eu l'initiative d'organiser cet important forum sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation et dans la formation. Je voudrais aussi affirmer que c'est une grande opportunité pour nous d'apprendre sur les expériences en cours dans différents pays. C'est vrai aussi que les exemples qu'on a vus jusque-là, c'est assez loin de nos réalités. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le Mali a des réalités. C'est un énorme territoire de 1 247 000 km² qui a des ressources limitées. Et donc, la couverture en termes de technologie de l'information et de la communication, c'est un défi. Et je pense que ça répondrait un peu à la préoccupation exprimée par le président de savoir qu'est-ce qu'on fait à partir de là. Je vais parler de ces points-là, mais avant, je voudrais aussi vous informer sur ce que nous avons déjà en cours au niveau du pays, ce qui a pu être réalisé en termes d'intégration des technologies de l'information et de la communication. L'État a accepté, par exemple, d'exonérer l'ensemble des produits informatiques des taxes, des droits de douane, et ce depuis une dizaine d'années. Ça, c'est très important. Et nous sommes aussi en train de réaliser un réseau de fibres optiques et dont la réalisation a simplement été interrompue temporairement à cause des événements survenus dans le pays en 2012. Nous avons pratiquement 90% du territoire national qui est maintenant couvert par la téléphonie mobile, ce qui permet aussi l'introduction des TIC au niveau de l'enseignement et de la formation professionnelle. Il y a eu des créations de centres de documentation et d'informatique dans plusieurs établissements publics. Et très récemment, nous avons pu connecter l'université à la fibre optique et il y a le réseau sans fil sur le campus, donc tout le monde peut y avoir accès. Il y a aussi un projet de création de technopoles à Bamako qui était initialement soutenu par la Banque africaine de développement et nous espérons qu'avec le retour à l'ordre constitutionnel, que nous pourrions reprendre les discussions avec la BAD. Nous sommes en phase de reconstruction après le conflit. Donc, c'est vraiment pour nous une bonne occasion d'introduire les technologies de l'information et de la communication dans le système éducatif et dans la formation. Je voudrais également souligner que le gouvernement actuel a décidé de se fixer comme objectif de bâtir un système éducatif de qualité qui puisse permettre de répondre aux besoins en ressources humaines du pays et aux besoins de développement individuel de chaque citoyen. Il y a un certain nombre d'engagements que nous prenons, et ça, c'est notre take-away, c'est ce avec quoi nous allons partir de ce forum. Donc, il y a, pour nous, on réaffirme un leadership et un portage de cette question par les plus hautes autorités de notre pays. Donc, vraiment, la volonté politique qui est d'introduire les technologies de l'information et de la communication dans notre système éducatif et dans la formation professionnelle. Et nous allons aussi nous doter, avec ce que nous avons appris ici et ce que nous avons eu comme échange, nous allons nous doter donc d'une vision claire, intégrative et financièrement soutenable
en matière de technologie de l'information et de la communication en général, et en particulier en matière d'intégration des TIC dans l'éducation et dans la formation. Nous allons mettre en place un cadre de concertation qui comprend l'État, les collectivités, donc les gouvernements locaux, les équipementiers, les opérateurs de téléphonie et les communautés, parce que toutes ces parties prenantes jouent un rôle important dans l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Nous avons déjà commencé à le faire. Pour nous, le partenariat public-privé est extrêmement important pour atteindre cet objectif d'intégration des TIC. Donc, nous allons continuer à travailler avec le secteur privé. C'est pour cela que nous estimons que avoir des partenaires comme Intel et Microsoft pour nous aider avec des produits qui puissent être à la portée de nos États, c'est extrêmement important. Et nous avons commencé, nous allons continuer à faire des investissements importants en matière d'infrastructure, comme la réalisation des réseaux de fibre optique. Et tout cela, nous allons veiller à ce que les groupes vulnérables et les personnes handicapées ne soient pas en reste. Pour nous, c'est extrêmement important sur le plan politique. Nous estimons aussi que, et ça aussi c'est une idée que nous allons développer à la suite de ce forum-là, qu'au niveau de la sous-région ouest africaine, par exemple, à laquelle nous appartenons, il est extrêmement important que nous puissions mutualiser nos ressources. Un seul État est faible en matière d'investissement dans ces infrastructures, mais lorsque nous nous mettons tous ensemble, nous pouvons faire de grandes choses en matière d'intégration des TIC dans l'éducation et la formation. Nous avons déjà le cadre de concertation des ministres de l'UEMOA et nous estimons que... I have 2 more minutes? OK. Et nous estimons qu'au niveau de l'UEMOA, nous avons déjà le cadre de concertation des ministres de l'Emploi et de la Formation professionnelle que nous pouvons utiliser comme créneau pour promouvoir l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation et la formation professionnelle. Je vous remercie. Thanks very much, Minister. You read my mind. I'm sorry I was giving you yellow. I don't know which comes first, yellow or red. We move on. Thanks very, very much. You can already begin to see some commonalities, strategy setting, political will, leadership, and so forth. We move on to the Minister of Mozambique, Professor Lindo Chilundo, personal friend of mine. We've worked together for a long time. I would like, first of all, to thank ADEA and the organizers of this very important meeting. I think it's very timely. And secondly, also to thank the authorities of Tunisia for the logistics and the warm reception when we arrived, and they're taking care of us in a very special way. And thank you very much for the government of Tunisia. Comme mon ami de Atlantique, je vais aussi parler en portugais parce que c'est la langue officielle chez nous. Por isso, eu vou mudar mesmo para o português, tanto para os nossos constituintes também poderem ouvir em primeira mão. Como havia dito no princípio, esta reunião é extremamente importante
para toda a África, porque nós estamos em estádios diferentes de desenvolvimento, não só ao nível de políticas educacionais, mas também na forma como estamos a adotar as tecnologias de informação e comunicação. Pelo que, uma das lições importantes que pode sair desta reunião é de que nós temos que proceder a uma planificação minuciosa, estratégica em cada um dos nossos países. É importante fazermos um plano estratégico da adoção das tecnologias de informação nos processos educativos e de formação, em função da realidade específica de cada país. Com isto dito, queremos enfatizar que queremos que seja tanto a abordagem de demand-driven, como se diz em inglês. Portanto, com base na nossa própria realidade, elaborarmos nossos planos. E, depois de feitos os planos estratégicos, é importantíssimo que tenhamos os planos operacionais. Como é que vamos executar esses planos operacionais? É aí onde podemos pedir o concurso dos nossos parceiros. E esses parceiros existem dentro dos nossos próprios países, primeiro, os parceiros locais, e depois os parceiros também multinacionais. É importante que haja esta simbiose entre os parceiros multinacionais e os parceiros locais para garantirmos a sustentabilidade no processo da adoção das tecnologias. São os parceiros locais que nos vão assistir tecnicamente, são os parceiros locais que vão também participar num processo de formação que é extremamente importante no processo da adoção dessas tecnologias. E este processo de formação é a chave para o sucesso da adoção das tecnologias de informação. Não podemos só importar equipamentos ou softwares ou outras formas, conteúdos de fora. É importante que capacitemos os professores locais, os técnicos que estão na educação locais, para que possam também desenvolver conteúdos localmente. A África tem muito também a partilhar com o mundo. Portanto, nós acreditamos que é possível recebermos conteúdos de fora, mas também produzirmos nossos próprios conteúdos. Para o efeito, é necessário que haja uma formação específica sobre como podemos colocar os nossos conteúdos em plataformas eletrônicas e serem partilhados. Digo isto com muita convicção porque aquilo que nos ensinou a Universidade Virtual Africana é que é possível, com os nossos pedagogos cá, utilizando o conhecimento que existe universal, produzirmos materiais de ensino muito bem elaborados e que são universalmente utilizados. Portanto, significa que nós também, em África, podemos, sim, produzir materiais. Para o efeito, é importantíssimo focalizar esta formação para os professores, a todos os níveis, no nível primário, secundário, e também no nível universitário, ao nível universitário, focalizarmos mais a nossa atenção para os estudantes universitários. Nós temos, neste momento, no caso específico de Moçambique, temos muitos estudantes universitários, mas nem todos têm uma habilidade muito grande de utilizar as tecnologias de informação e comunicação para a produção da ciência. Uma coisa é utilizar para entretenimento, mas para a produção de ciência. Portanto, é importante que focalizemos a nossa atenção para esses que são aqueles que depois vão fazer um spin-off no desenvolvimento socioeconômico dos nossos países. Portanto, esses são os comentários gerais, tanto que eu queria fazer, porque os outros já foram feitos pelos meus colegas. Muitíssimo obrigado. Thank you very much, Minister, especially for reminding us that Africa should not just be a consumer of knowledge, but should also generate knowledge and should share knowledge with the rest of the world. Thanks for provoking us. I now move on to the Honorable Minister of Niger, His Excellency Chaivo Danina. Minister, you have the floor.
Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, comme mes collègues l'ont fait, saluer les organisateurs de ce forum qui ont eu l'initiative d'une telle rencontre qui réunit des gouvernements, des organisations internationales et des représentants du secteur privé. Je remercie particulièrement l'ADIA, la BAD, l'UNESCO, l'OIF et Intel pour leur souci du devenir des systèmes éducatifs dans nos pays. Je voudrais également remercier Monsieur le ministre Marzouk, le gouvernement et le peuple tunisien pour leur généreuse hospitalité. Mesdames et Messieurs, ces 3 jours de rencontre ont été le lieu d'échanges fructueux avec des communications plus intéressantes les unes que les autres. J'en retiendrai particulièrement quelques-unes. La première étant celle du professeur Pek Cho de l'université de Dunkong, qui est pour nous une leçon d'espoir et qui nous montre qu'aussi loin que nous soyons dans la pauvreté, il nous est possible de nous en sortir à condition que nous soyons animés de volonté politique et que nous misions sur les ressources humaines comme moteur de développement. Cela demande également que nous fassions de l'éducation et de la formation notre priorité et qu'en ce sens, nous n'ayons pas peur d'initier les réformes les plus audacieuses. La deuxième communication est celle du docteur Silla, relative à la collecte des statistiques scolaires par le moyen des téléphones mobiles. Cette communication nous a montré que par des moyens innovants et un partenariat public-privé bien conçu, on peut parvenir à des solutions aux problèmes les plus aigus de nos systèmes éducatifs. Il y a eu en 3e lieu la communication du professeur Salia de l'Université de Québec, je crois, qui nous montre tout ce qui est fait au moyen d'éthique en matière de développement dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'environnement, dans le secteur de l'agriculture. Et enfin, la communication qui a été faite par M. Taher Mansour sur l'expérience tunisienne donc, de l'Internet et de l'informatique dans les zones rurales. Comme beaucoup d'intervenants l'ont dit, nous sommes à un tournant comparable à celui de la révolution industrielle pour nos systèmes éducatifs. L'éthique ne sont pas seulement pour nous une opportunité qui s'offre à nous. Ils sont, pour nous qui gérons les systèmes éducatifs de nos États, une voie de développement, une impérieuse nécessité pour effectuer un bond qualitatif dans le développement, comme l'a fait la République de Corée. L'intégration d'éthique dans nos systèmes éducatifs nous permettra de les améliorer, de réduire la fracture numérique et d'impulser en Afrique le développement d'une société de savoir. Quels sont donc les défis qui s'offrent aujourd'hui à la plupart des pays africains? L'atelier politique de haut niveau, tenu en prélude aux travaux de notre forum, a fait largement le tour de ces questions. Il s'agit principalement de l'absence de politique explicite d'intégration d'éthique dans l'éducation. Il s'agit de la non-disponibilité ou de la modicité du financement public compte tenu des contraintes budgétaires de nos États. Il s'agit de l'absence de production de contenus numériques locaux, de la couverture insuffisante de nos pays par les réseaux et de la non-formation des acteurs de l'éducation et parfois leur résistance au changement. Puisque nous reconnaissons que les éthiques sont incontournables et d'une impérieuse nécessité pour nos États, il nous faut faire en sorte que leur usage devienne un objectif majeur, aussi bien pour les pays que pour les institutions et les organismes internationaux ou le secteur privé. Comment donc y parvenir et quelles sont les conditions de réussite? À notre avis, il y a des responsabilités qui incombent désormais aux États, aux organisations internationales et au secteur privé.
En ce qui concerne les États, à mon humble avis, ils doivent, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, enclencher le processus de formulation de politique nationale claire et holistique d'intégration d'éthique dans l'éducation et la formation. Ils se doivent de définir des priorités, des objectifs, des cibles et établir chacun un état des lieux en termes de besoins en matériel et équipement et en renforcement des capacités. Pour les institutions internationales, il s'agira de définir les règles d'accompagnement et de mise à disposition des moyens techniques, financiers et humains pour l'atteinte des objectifs par les pays. Il leur s'agira aussi d'aider à la formation des enseignants. À ce niveau, nous saluons les différentes initiatives de la BAD et de l'OIF dans le renforcement des capacités des enseignants. Nous saluons notamment les performances de l'IFADEM qui a pu encadrer près de 10 000 maîtres. Mais il faudrait que cette action s'étende à tous les niveaux et sous-secteurs de l'enseignement, comme l'enseignement et la formation professionnelle et technique et l'enseignement supérieur. Les institutions internationales pourraient aussi aider à l'adaptation des contenus numériques au contexte culturel et linguistique. Ce qu'on pourrait convenir ici, c'est que tous les pays qui auront défini une politique d'intégration d'éthique dans l'enseignement puissent être accompagnés avec des moyens conséquents. Pour le secteur privé, qui dispose des moyens importants en termes d'équipement et de capacité, il devrait accompagner tous les pays qui ont pu définir une politique en matière d'intégration d'éthique, donc faire en sorte que les pays puissent disposer d'équipements adaptés pour leur mise en œuvre. Mesdames et messieurs, pour terminer, je dirais que ce forum a été un formidable espace d'échange et de partage d'expériences. Il nous a permis de prendre conscience d'expériences édifiantes qui montrent que le développement économique durable se construit sur une éducation de qualité pour tous. Il s'est tenu au moment où s'organisent les funérailles d'un grand Africain, Nelson Mandela, qui a lutté toute sa vie pour la dignité et la liberté, non seulement des Noirs sud-africains, mais aussi des hommes et des femmes de tous les continents. Le meilleur hommage que nous puissions rendre à sa mémoire et à celle des pères fondateurs de nos peuples est de faire en sorte que les enfants d'Afrique et du monde soient libres et dignes parce qu'ils auront été éduqués. Je vous remercie. Thank you very much, Minister, and for reminding us that we owe it to our children to do the best we can so that they can have a better future. Let's move on to the Honorable Minister of Uganda. Honorable Commander, you have the floor, sir. Colleagues, honorable ministers, our development partners are there, the organizers and the sponsors and the fellow participants. First of all, I would also like to thank ADEA for organizing this forum and the sponsors as well, Intel, UNESCO, ADB, and also the Tunisian government for the hospitality for the 2 days we have been here. Going on the topic, I'm from Uganda. What has been presented here by most of the presenters, as a country, for us, we are ahead of this. We have the ICT policy in place, and we have invested in education and also the technology. We are implementing so many programs in education: universal primary education, universal secondary education, universal post-O-level secondary and training. We have also at the university level where we are
sponsoring students. At the same time, we have the students' loan scheme. In terms of these programs, when it comes to ICT, we are already implementing it at all those levels I've mentioned, primary, secondary, technical, at the university level as well. And we happen to have one of the best laboratories of ICT at Makerere University, Kampala. And we are working hand in hand with our development partners, the World Bank and ADB, in other supporting some of our universities, because we have 36 universities in the country, of which 7 are public, in other words, government, the others are private, due to urbanization of education in our country. As far as the other universities are concerned, when I said we are working with ADB, we are focusing on science and technology, and we are working together with them through a fund which was given to us by ADB, focusing on science and technology. When we go to investment in technology itself in the country, for us, we already have the backbone, the broadband. Almost our schools are connected, 99%. They are connected. And we have provided computers to all our schools. And also, those who don't have from the grid, we have used solar panels through our Ministry of Energy. And in terms of funding, IT or ICT ministry for us is a priority of government, both at cabinet and at parliament. We have provided funds for ICT ministry purposely to do this, and also now inside of education, we are having the same money to implement that particular program to ensure that we have quality education in Uganda. Another thing which we have done, as I said, leave alone government, parliament happen also to be a member of parliament. For us to be a minister, you must also be a member of parliament. In parliament, at the same time, when we come to appropriation, they give priority according to what the government has said. Because in terms of political will, the leadership is very clear, the president is very clear, the government is very clear, at all levels, including parliament. Then we are decentralized, the districts support that. Because one of the presenters here asked a question about leadership. I think it was a professor from Korea, he talked about leadership. But of course, he never elaborated at which level, because we have these levels. The moment one doesn't work, there's a problem. And that's why I think some countries still have a problem of having the policies in place, because some of these problems can cause that, because a policy normally is from down to bottom, bottom down, like that. So there we are moving on very well. And I think we are grateful to ADEA calling us here, sharing our experience with some of our colleagues, because you remember there's one presenter who talked about there are those countries which are applying. I think this was from eastern part of, southeast, who just gave us, there was something there, showing those who are already applying it, those who are just starting it. But for us, we're at the other level. That's why now, what we have come here is we are sharing a bit. Most of these things we have talked about, we are already implementing them because of clear leadership, good vision, and we have our vision 2040, where it is stated, and also in our National Development Plan, it is there. Therefore, there we are in ICT, we are really determined to
to ensure that the quality of education of our children in Uganda matches with other countries who are already ahead of us. But since we are already implementing some of the policies, and we are from our little meager funds, we have prioritized ICT. And another thing which we have done as a government, because we worked hard, as I said, hand in hand with Parliament. That's why even Parliament alone, you can't go to Parliament. We don't use any paper now. Everybody is having an iPad. Every member of Parliament is having an iPad because we are in the era of computer literacy. Whether you are what, you must be able to know how to use a computer. So even recently, the Speaker gave about 400 iPads to members of Parliament to use. When you are there, you are just on iPad. Everything is put there, and you're able to do. So that's another way of saying, in terms of support, you know, once one arm of government doesn't support, you know there's a problem in terms of policy making and implementation. Mr. Chairman, as I conclude, yesterday, the professor from Korea said that because of the SM, that's what he said. He said, the professor, he said no more construction of schools, or that's what he said. But for us, because of what he said now, in Korea, they don't need to construct more classrooms and more schools. But for us, our policy is that, yes, we are having this one, but we shall continue. Because for us, Uganda, we are 34 million. 10 million are under basic education, 10 million. And we have almost 2 million in university. Therefore, there is no way with our programs. And when he talked about, you know, about 30 million Africans being out of school in our region here, Uganda, we shall not count ourselves because now our universal programs are working perfectly. We have 8.5 in primary, 1.5 in secondary, 2 in university. So there is no way we shall stop construction. We shall go along with our program at the same time with ICT. Secondly, he talked of absenteeism. You know that these people, because the rate, there is a lot of absenteeism. Once you use the smartphone, that's what was experienced. But for us, we are trying to find a way that smartphone, the use is just not at the lower. It can be at the higher education, the way the Kenyan presenter made it, but we continue to ensure that we avoid absenteeism, because it is one of the diseases which is in Africa. Most of the countries, when you see, though we have universal programs, you find people are limping, their children are not going to school, and yet there are those good programs, but we shall try to avoid that one. So, Mr. Chairman, with one of those two remarks, I want to thank you once again, and to thank ADEA, that we shall work together, continue cooperating together for the best of our children in Uganda and Africa as a whole. I thank you. Thank you, Minister. At a personal level, I'm excited to hear that the first project that the World Bank did on science and technology, when I was sector manager at the World Bank, was done in Uganda. And I'm happy that it has borne some fruit, and I hope it will continue to bear fruit. Let's continue with the Honorable Minister Thiam from Senegal. Minister, you have the floor. Merci beaucoup, Président
de séance. Je voudrais à mon tour remercier et féliciter les organisateurs et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce forum. Je vais essayer de faire une contribution autour de 6 points que je voudrais partager avec les participants au forum. Le premier point aura trait à l'objectif général qu'on a donné au système éducatif du Sénégal. Le deuxième point aura trait aux orientations politiques définies et le contexte dans lequel ces orientations ont été définies. Le troisième point aura trait au cadre d'opérationnalisation de ces orientations politiques. Le quatrième point aura trait aux intrants de qualité. Le cinquième point aux expériences en cours. Et le sixième point aux opportunités qu'on pense pouvoir tirer des TIC. En ce qui concerne le premier point, l'objectif général, je crois que ce va être un peu une évidence qui est partagée par tous les pays. L'objectif que nous donnons au système éducatif du Sénégal est de mettre à disposition de la société des ressources humaines de qualité, capables de s'adapter aux évolutions technologiques, de créer, d'innover. Mais ceci dit, pour atteindre cet objectif-là, nous avons défini une vision politique. Vision politique qui dérive d'abord d'un premier programme sectoriel pour l'éducation et la formation que nous avons eu à élaborer en 2010, qui s'appelait le PEDEF, Programme décennal de l'éducation et de la formation, qui a couvert la période 2000-2011. Ce programme a été élaboré au sortir des politiques d'ajustement structurel qui avaient vu les ressources affectées aux secteurs sociaux être réduites de façon drastique. Ce qui fait qu'en 2000, le taux brut de scolarisation au Sénégal était de l'ordre de 65%. 10 ans d'efforts ont permis d'arriver en 2011 à un taux brut de scolarisation de 94,6%. À cause d'une forte volonté politique qu'il y a d'injecter d'abord des ressources dans l'éducation. 32% du budget dans l'éducation et de la formation, 5,8% du PIB dans l'éducation et de la formation. Ces 10 ans nous ont permis de faire donc des progrès importants en termes d'accès. À l'analyse, on s'est rendu compte qu'en 2012, il y avait des défis qui étaient persistants, qui étaient liés au fait qu'un certain nombre d'enfants continuaient à être exclus du système éducatif. Il y avait une prédominance des matières littéraires et générales sur les matières scientifiques et un certain nombre d'autres constats qui étaient des défis persistants dans le secteur. C'est dans ce contexte, après évaluation au sein de toute la communauté éducative, que nous avons élaboré au mois de janvier 2013 un deuxième programme sectoriel qui couvre la période 2013-2025 et qui est intitulé PAQUET, acronyme en français qui veut dire Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Donc vous voyez les 3 priorités de ce programme: qualité, équité et transparence dans la gouvernance du système. Ce programme sectoriel, donc, qui couvre cette période-là, au plan de la qualité, qui est le 3e point que je voulais aborder, a déterminé qu'il faudrait intervenir sur 2 intrants principaux. C'est la formation des enseignants, c'est la mise à disposition, la création et la mise à disposition de contenus pédagogiques de qualité. Sur ces 2 aspects sont adressés par une nouvelle politique de recrutement, de formation initiale et de formation continue des enseignants en ce qui concerne les intrants pédagogiques, une nouvelle politique du manuel scolaire sur laquelle je ne m'étends pas. 4e, c'est les expériences qui sont en cours en ce qui concerne l'intégration des TIC dans le système éducatif. En 2011, nous avons eu une première dotation de kits Sankoré,
qui sont des tableaux interactifs numériques qui permettent d'avoir accès au niveau de la classe aux ressources en ligne sur Internet et d'avoir, comme le nom l'indique, une interface numérique. Nous en avons reçu 350 que nous avons installés dans des salles de classe. Au mois d'octobre, nous en avons reçu 752 qui sont en train d'être déployés. Mise à disposition de ces tableaux interactifs numériques Sankoré, qui ont été accompagnés d'une politique de formation des enseignants et de formation d'informaticiens pour leur maintenance. Comme c'était un don de la France, le gouvernement du Sénégal a voulu lui-même montrer son engagement dans ce projet en inscrivant dans un budget 2014 des ressources pour pouvoir acquérir en propre des classes numériques Sankoré. Deuxième axe d'expérience, l'année dernière, cette année même, le gouvernement du Sénégal, au niveau de l'enseignement supérieur, a créé l'université virtuelle sénégalaise, avec en projection la création, la mise à disposition d'espaces numériques ouverts pour permettre, parce qu'on a un problème d'accès au niveau de l'université. Au niveau de l'alphabétisation, nous avons un programme en relation, je crois, avec l'UNESCO même, c'est le programme PENEFJATIT, programme d'éducation des jeunes et des adultes, adossé aux technologies de l'information et de la communication. Mais ce sont des expériences pilotes, éparses, qui ne rentrent pas dans le cadre d'une vision holistique et systémique du système. Cinquième élément, c'est qu'à notre sens, parce que tout à l'heure j'ai parlé du programme sectoriel qui a 3 piliers, qualité, équité, transparence dans la gouvernance. Nous comptons utiliser les technologies de l'information et de la communication dans le volet gouvernance pour le pilotage du système. Et pour cela, nous avons déjà une expérience au niveau des cantines scolaires qu'ils ont mises en place dans le système éducatif. L'ensemble des données relatives au nombre d'élèves qui fréquentent les cantines scolaires, les stocks d'aliments, les stocks de dotation, les stocks restants, ainsi de suite, sont suivis à travers le système que M. Silla a exposé la dernière fois, qui est un système de remontée de l'ensemble des informations par SMS, qui est un système que nous avons mis en place cette année au niveau du Sénégal et que nous comptons généraliser pour la remontée de l'ensemble des informations statistiques pour le pilotage du système éducatif. Sixième élément de contribution, c'est que, comme l'a dit M. Chou, je pense que les TIC offrent une formidable opportunité de pouvoir sauter la deuxième étape qui est Same Place, Same Age, Same Time. Mais pour cela, il faudrait 3 conditions. La première condition, c'est qu'il doit y avoir une volonté politique forte au niveau de nos États de faire de l'éducation une priorité. Et deuxièmement, c'est que la conduite du changement pour introduire les TIC ne doit pas venir d'intérêts privés qui viennent proposer des solutions, mais c'est le gouvernement qui doit avoir une démarche stratégique d'introduction des TIC dans le système éducatif et qui doit faire que l'ensemble des initiatives prises par-ci et par-là puissent être fédérées dans le cadre d'une vision, d'un schéma directeur d'introduction des TIC dans le système éducatif. Qu'il s'agisse des TIC comme outils pédagogiques ou des TIC comme outils de gouvernance du système. Deuxième condition pour que ça soit réussi, c'est la conduite du changement. Changement aussi bien des enseignants, des parents, du secteur privé et de tous les autres intervenants du système. Et troisième élément, c'est accepter que l'introduction des TIC, avec l'introduction des TIC, l'enseignement ne peut plus être dispensé de la même façon. Le maître ne peut plus jouer le même rôle. Il s'agit de transformer, par exemple, un manuel sur papier à un outil interactif qui permet à l'élève et à l'enseignant d'interagir et où l'élève, chez lui, par des ressources qui existent sur Internet ou sur autres, a accès à d'autres types de connaissances et d'informations. En ce moment-là, peut-être, le rôle de l'enseignant change. L'enseignant n'est plus le dispensateur de savoir qu'il est ou de connaissances. Il doit être peut-être un facilitateur, un médiateur pédagogique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thanks very much, Honorable Minister, for packing so much information in 7 minutes. Well done indeed. You had many interesting things about the use of ICT in managing the system,
the fact that ICT changes the way teachers teach or education is conducted, among many other very innovative points you raised. I would like to give an opportunity to a request from the Honorable Minister of Djibouti, who wanted to take the floor before I ask my other two colleagues to intervene. In preference to him, I hope you don't mind if I give him an opportunity. Minister, you have 5 minutes. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, chers organisateurs, d'abord, je voudrais remercier tous les organisateurs de cette différentes journées, c'est-à-dire les organisateurs principaux ainsi que toutes personnes qui ont participé. Je voudrais remercier surtout pour la République du Djibouti aussi et pour l'Afrique, les partenaires de développement et aussi, sans oublier, le pays frère, un pays africain qui est la Tunisie, qui a bien voulu ouvrir ses bras pour pouvoir nous recevoir et nous mettre dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup à vous tous. Je ne serai pas long. Je pense que mes collègues, que ce soit l'honorable ministre du Niger, le ministre du Sénégal ou celui de Mali, ont bien tracé le chemin. On dit aux responsables africains qui sont ici la voie à suivre pour pouvoir développer le TIC dans l'éducation et surtout arriver à un développement et une éducation de qualité. J'en passerai sur ce point dans ce cas-là et je développerai un peu, je parlerai sur la question du TIC à la République de Djibouti et ce que nous avions fait jusqu'à présent. Je voudrais vous dire réellement que je suis impressionné, je serai franc, puisque lorsque je suis venu, je pensais que Djibouti avait fait un peu de chemin, avait développé ou a contribué au développement du TIC, mais j'ai bien vu que nous sommes loin, loin de là où est le monde. Je suis venu ici, peut-être en connaisseur, je peux dire un peu connaisseur, mais je me suis rendu compte que j'étais qu'un élève et que je suis venu tous pour apprendre. Mais je pense que ce que j'ai appris, je l'utiliserai à bon usage en tant que premier représentant de l'éducation de la République de Djibouti, ainsi que ma délégation qui est là. Je les ai bien demandé d'ouvrir les yeux et les oreilles pour qu'ils puissent capter et pour qu'ils puissent entendre le maximum d'informations possibles pour pouvoir après en utiliser à bon usage. Donc, si jamais je développe un peu ce qui se passe à Djibouti sur le processus du TIC, je voudrais partager avec vous qu'il y a une grande volonté politique du gouvernement djiboutien qui est essentiellement maintenant des jeunes. Vous voyez à mon usage, vous le voyez bien. Je n'ai pas l'expérience comme mes collègues qui sont là, mais peut-être le dynamisme de pouvoir avancer et pouvoir pousser le train de l'éducation vers l'avant. Donc cette politique djiboutienne se divise en 3 parties. Premièrement, en commençant en 2005, que j'étais étudiant, le président de la République s'est rendu à l'université de Djibouti, la plus grande université, en disant que les enseignements de Djibouti et le TIC ne peuvent pas aller dans 2 chemins différents, mais doivent avoir un chemin convergent. Et ainsi, il a lancé une phrase qui dit « Un étudiant, un ordinateur ». Cela veut dire que chaque étudiant des universités djiboutiennes devait avoir son ordinateur. En ce sens, une stratégie a été adoptée, que les banques sur place devaient contribuer et que le gouvernement contribue, ainsi que la personne qui va acquérir un faible pourcentage à payer. Et aujourd'hui, cette politique a bien marché et je pense que les étudiants à l'université sont réellement fiers puisque tous les étudiants universitaires ont leur propre ordinateur portable et nous suivons cette politique pour pouvoir faciliter l'accès à l'ordinateur à ces étudiants. Pour ce qui est de l'université, qui est de la prérogative d'un ami, d'un autre ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui n'a pas pu être là, mais je suis sûr que s'il était là, il aurait dû être ravi lui aussi. Moi, je suis le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Pour ce qui est de mes prérogatives, les lycées. Dans chaque lycée,
avec l'aide de l'opérateur national qui est Djibouti Telecom, nous avons installé des salles informatiques connectées à l'Internet et que cela est pris en charge par cet opérateur, puisqu'il est opérateur unique dans la République, mais aussi, une des atouts et la chance que nous avons, c'est la place stratégique que Djibouti occupe géographiquement et que les câbles sous-marins, plus de 8 câbles sous-marins, passent par la République de Djibouti. Donc, pour cela, nous avons opté pour que l'éducation nationale soit le premier ministère ou le premier à pouvoir y profiter de ces câbles sous-marins ou de cette technologie qui est en train de traverser notre pays. L'objectif du ministère de l'Éducation aujourd'hui étant de pouvoir équiper les établissements primaires d'ordinateurs. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez aujourd'hui, vous avez tous vu, je pense, le TIC commence de la base, pas à l'université, ni au secondaire, ni au moyen, mais dès de la base. On peut apprendre, maintenant le monde devient tous informatisé et il est essentiel de pouvoir élever l'enfant avec cela. Donc des espaces informatiques sont en train de se mettre en place, peut-être avec nos partenaires, peut-être, et aussi un fonds national djiboutien. Donc, dans le plan d'action, la priorité du côté du TIC étant la mise en place des équipements dans les établissements primaires. Pour les centres de formation, ici, aujourd'hui, j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir discuter, pouvoir échanger avec les responsables d'Intel, le vice-président, et avec d'autres aussi organismes qui sont là. Et ce qui est unique dans cette conférence, que je vois, d'ailleurs que moi aussi peut-être j'étais victime, puisque voyons les budgets restreints des différents pays, les pays surtout en développement, même si l'éducation nationale étant le premier budgétivore, comme on dit, ou le premier ministère à avoir dans notre pays à avoir plus de budget, c'est que nous ne pourrions pas nous rendre dans tous les pays frères pour pouvoir en profiter de leur expérience. Moi, j'avais besoin de pouvoir visiter le Sénégal pour pouvoir rendre visite à mon collègue du Sénégal. Mais lorsque j'ai vu ici et j'ai discuté avec tous en même temps, j'ai eu des espaces de discussion avec eux, cela est quelque chose d'extraordinaire qui est inestimable, qu'on doit valoriser et en profiter. Si certains de nous ne sont pas encore vus, en profiter pour pouvoir renforcer la collaboration sud-sud. Je pense qu'elle reste sur les papiers. Peut-être certains le renforcent, mais nous devons la renforcer, nous devons nous s'entraider. S'il y a un pays qui a une expérience avancée par rapport à d'autres, il doit transmettre cette expérience à ses pays frères pour que l'Afrique ensemble, les mains dans la main, puisse avancer ensemble. Parce que si un pays avance et l'autre à côté a un handicap, il lui serait difficile de continuer sur cette route, lui aussi, de développement, puisqu'à un moment donné, ce qu'il produit ou ce qu'il y a doit être acheminé, il ne pourra pas l'acheminer à côté, parce que celui d'à côté est resté à l'étape où il était. Donc, j'encourage aussi, je remercie pour les organisateurs pour cet atelier, pour ces conférences, qui sont des conférences riches. Et j'espère que moi, personnellement, toute conférence qu'il y aura à partir de maintenant, j'irai volontiers pour pouvoir renforcer ces relations. Et d'autres systèmes, c'est un appel aussi, nous pourrons faire un appel à tous les partenaires au développement qui sont là, surtout la BAD qui est la maison mère est là, qu'elle doit nous appuyer encore, renforcer sa politique de soutien à l'éducation des pays africains et ainsi nous aussi mettre de notre côté toute la volonté pour pouvoir avancer ensemble. Comme on dit toujours, il ne faut pas nous donner du poisson, il ne faut pas nous donner de l'argent, mais il faut nous apprendre à pêcher et nous donner les outils après pour être des bons pêcheurs. Merci beaucoup, je vous remercie. Give us the tools indeed. Let's move on to our fellow co-organizer from OIF, Mr. Mabiala, you have the floor, sir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués collègues, j'aimerais juste rappeler que pour l'Organisation internationale de la francophonie, c'est un devoir
d'assister, d'accompagner les pays membres. Et c'est avec plaisir que nous avons annoncé que nous avons déjà, au niveau de la francophonie, une stratégie numérique qui a été adoptée par les chefs d'État l'année dernière à Kinshasa. Et en ce qui concerne le secteur de l'éducation, c'est notre devoir de l'opérationnaliser, de faire en sorte que cela se concrétise sur le terrain dans les différents pays membres de la francophonie. Nous sommes également en train de développer une stratégie de la jeunesse, de la francophonie, qui sera adoptée à Dakar l'année prochaine au sommet de la francophonie. Et comme vous l'imaginez, les nouvelles technologies sont et seront au centre de cette stratégie, parce qu'on ne peut pas concevoir l'avenir des jeunes sans les nouvelles technologies. Donc, stratégie du numérique, stratégie jeunesse, ce sont deux aspects sur lesquels nous allons faire un suivi pour que les travaux qui ont été très riches, qui vont aboutir à des résultats concrets, puissent se concrétiser sur le terrain, puissent donner des actions concrètes. Et déjà sur le terrain, l'OIF est en train d'appuyer des initiatives intéressantes qui mettent en œuvre, qui utilisent de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avions cité IFADEM, et vous avez entendu le ministre du Niger qui a apprécié cette initiative en termes comment l'initiative répond aux besoins sur le terrain en termes de formation des enseignants du primaire. Donc nous allons continuer cet appui à travers les différents pays africains. Pour le moment, 7 pays bénéficient de ce programme, mais dans les années à venir, nous allons augmenter le nombre de pays bénéficiaires pour que nous ayons de plus en plus d'enseignants formés grâce à l'utilisation combinée de la formation présentielle et de la formation à distance utilisant de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, il est évident que pour tirer meilleur profit de ces nouvelles technologies, on l'a dit à plusieurs reprises, on l'a répété, et nous aimerions encore le répéter, il faut qu'il y ait au niveau de chaque pays une stratégie nationale. C'est extrêmement important de savoir où on va, de définir les priorités, d'établir des objectifs, de voir les rôles que joue chaque composante du système éducatif, parce que cela peut impliquer non seulement la formation des enseignants, mais ça peut impliquer des aspects en rapport avec les équipements, les infrastructures, ça peut impliquer des aspects en rapport avec les contenus, ça peut impliquer des aspects relatifs au dialogue, à la manière même de travailler dans les systèmes éducatifs. Donc c'est important qu'il y ait une stratégie nationale dans chaque pays, et nous sommes prêts à fournir l'expertise nécessaire pour que chaque pays se dote de cette stratégie. Nous aimerions également souligner qu'il y a beaucoup de petites actions que nous allons entreprendre suite à cette conférence. Et je cite entre autres que l'année prochaine, nous aurons le plaisir d'appuyer, d'accompagner la conférence ministérielle, la CONFEMEN, conférence des ministres de l'éducation ayant le français en partage. C'est une opportunité pour sensibiliser les ministres des différents pays et arriver à une compréhension commune, comme c'était le cas au cours de ces trois jours. Mais j'aimerais surtout dire une chose qui me paraît extrêmement importante. Les nouvelles technologies ne doivent pas nécessairement uniquement être conçues comme un moyen. Et on l'a vu ici. Il ne faut pas seulement que ce soit conçu un moyen, mais que ça devienne aussi un contenu. Et nous l'avons vu, des exemples divers ont été signalés ici, et je pense entre autres à la Corée du Sud. Nous devons profiter de cette opportunité pour révolutionner ou réformer nos systèmes éducatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous prenons les cas de nos enfants qui terminent l'école secondaire, dans la plupart de nos pays, ils terminent l'école secondaire avec des compétences, c'est vrai, avec des qualifications, c'est vrai, mais dans certains cas, pour ne pas dire dans la plupart des cas, ces enfants ne sont pas en mesure d'être employés, d'être utilisables sur le marché du travail. Malheureusement, les systèmes tels qu'ils ont été conçus
il y a 40 ans, il y a 50 ans, dans la plupart des pays, ce système qui devait permettre à ces enfants d'aller plus loin, d'aller à l'université. Malheureusement, à cause de l'explosion démographique, le nombre de ces enfants est devenu tellement nombreux que nos universités ne peuvent plus absorber tous ces enfants. Alors, qu'est-ce qui reste? Ils ne peuvent pas aller à l'université. Qu'est-ce qui reste? C'est chercher du travail. Malheureusement, et nous le savons tous, malheureusement, ces enfants, je m'excuse d'utiliser cette expression, ces enfants ne sont bons à rien. Et beaucoup d'employeurs le disent, oui, mais ces enfants qui terminent l'école secondaire, est-ce qu'ils peuvent travailler comme assistant, comme on dit en anglais, programme assistant ou assistant programme? Mais pour travailler comme assistant programme, ça nécessite un minimum de connaissances en matière d'utilisation des logiciels de base. Nos programmes scolaires ne fournissent pas ce genre de compétences. Donc, c'est vraiment une opportunité que les nouvelles technologies offrent, non seulement pour avoir une stratégie d'introduction dans nos systèmes éducatifs, mais aussi pour revoir, revisiter, révolutionner l'ensemble de notre système éducatif, de nos programmes scolaires, pour que nous puissions former des enfants qui soient à mesure de répondre aux besoins du marché du travail, à mesure de répondre aux besoins de la société, une société moderne qui est différente de laquelle nous avons grandi il y a 50 ans, comme nous l'avons montré. Et enfin, Monsieur le Président, distingués collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, j'aimerais dire qu'à l'OIF, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à accompagner l'ensemble des pays membres qui aimeraient s'engager dans cette voie. Ça demande beaucoup de courage, parce que réformer le système éducatif, réformer les programmes éducatifs dans nos pays, c'est vraiment demande du courage. C'est un acte révolutionnaire. Parce que ça demande de réviser les livres scolaires, ça demande de réviser la politique de formation initiale et continue des enseignants, ça demande de changer les habitudes, et c'est là qu'intervient les notions de leadership. C'est que c'est difficile, mais le leadership, c'est à tous les niveaux. Nous n'avons pas besoin d'être des Mandela, mais à chacun à son niveau, en commençant par les ministres, les chefs d'État, mais à chacun à son niveau, nous pouvons influencer les changements. Parce que ça, le rôle d'un leader, c'est influencer positivement les autres et conduire les autres vers des changements. Et je pense que c'est une opportunité pour nous. Nous sommes fiers, en tant qu'Organisation internationale de la francophonie, d'avoir co-sponsorisé cette conférence, et nous espérons que cela ne va pas se terminer ici. Je vous remercie. Thanks very much for keeping to the time, and also for echoing the importance of leadership. Last but not least, let me give the floor to my colleague David, who had to fly overnight in order to be here for this session. Thanks for being here, David from UNESCO. Thank you, Chair, and good afternoon, honorable ministers, dear colleagues and friends. It's the first time I'm addressing this group since the start of the gathering, and I'm sorry I missed a lot of very interesting debates, but fortunately my colleagues were able to fully brief me about your deliberations. Je vais continuer en français si vous voulez bien. Je voudrais tout d'abord faire une remarque sur la teneur finalement des débats qui se sont tenus depuis le début de la rencontre et également pendant ce panel ministériel. Tout d'abord pour souligner que la situation telle qu'elle a été décrite ici en Afrique, s'agissant de l'utilisation des TIC en éducation, tout d'abord, je dirais, renvoie à une problématique plus universelle. Je crois qu'aujourd'hui, en Afrique comme ailleurs, on ne peut plus penser une politique d'éducation sans réfléchir à la place et au rôle des technologies de l'information et de la communication. Et je crois que ça, c'est apparu de manière très claire, aussi bien dans vos débats que dans les interventions des ministres tout à l'heure. En même temps, je crois que ce qui est ressorti également, c'est la nécessité de prendre en compte les spécificités de la région, en particulier par rapport aux défis auxquels elle est confrontée en matière de développement de l'éducation. Donc il faut, là encore, veiller à ne pas importer, si je puis dire, des modèles technologiques clés en main qui ont certes été performants
sous d'autres cieux, mais qui ne sont pas nécessairement adaptés tels quels aux réalités africaines. Ça, je crois que c'est un élément qu'il faut souligner, d'où l'importance du renforcement des capacités institutionnelles. Là encore, cela a été précisé tout à l'heure, et le renforcement des capacités également de production et de matériaux didactiques, notamment des ressources numériques. Donc ça, c'est un élément important pour faire en sorte que l'éthique soit véritablement au service du développement de l'éducation en Afrique. Pour l'UNESCO, les technologies en éducation participent pleinement, je dirais, aux politiques destinées à relever les défis en éducation, et en particulier les politiques visant à développer l'accès, à améliorer la qualité, et également à améliorer et à promouvoir l'équité. Donc c'est à travers ces trois dimensions que nous abordons à l'UNESCO les questions d'utilisation de la technologie en éducation, et en particulier aujourd'hui, dans le cadre et à l'approche de l'horizon 2015, donc l'horizon 2015 des objectifs de Dakar, la question qui se pose à nous et à vous est de quelle façon et quel rôle les technologies de l'éducation peuvent finalement contribuer à accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de l'éducation pour tous. Donc ça, c'est une problématique importante. Je crois qu'il y a eu certains éléments de réponse qui ont été évoqués pendant cette rencontre. Et au-delà du cadre de Dakar, c'est également au sein du débat sur l'éducation, au sein du cadre pour le développement au-delà de 2015, qu'il faudra poser quel rôle, quelle place pour l'éducation au sein de ce futur cadre, et quel rôle particulier pour la technologie. Je voudrais peut-être souligner également qu'en écoutant finalement les interventions des différents participants, on peut s'accorder à constater qu'aujourd'hui, l'application de la technologie en éducation en Afrique couvre déjà un grand nombre de champs. Pour l'élargissement de l'accès, on l'a vu, y compris pour l'enseignement supérieur, pour l'amélioration et la transformation des pratiques pédagogiques, je crois que c'est là effectivement le cœur du sujet, pour la professionnalisation des enseignants également, ainsi que pour le développement de systèmes d'information mobiles pour collecter l'information statistique sur le fonctionnement du système. Donc on a finalement plusieurs axes sur lesquels déjà la technologie permet d'améliorer et de développer l'éducation, d'améliorer son fonctionnement. Néanmoins, et là je crois que le débat de tout à l'heure a été les interventions de tout à l'heure ont été très convergentes sur ce point, le cadre politique reste véritablement incontournable, c'est-à-dire que le développement d'initiatives ou d'expérimentations, finalement, est relativement vain s'il ne s'intègre pas dans une vision politique, dans une stratégie, dans une planification. Cela a été répété par la plupart des ministres qui ont pris la parole aujourd'hui. Je voudrais peut-être évoquer très rapidement deux chantiers sur lesquels l'UNESCO est engagé auprès d'un certain nombre de pays africains et qui illustrent justement les potentialités de l'utilisation de la technologie en éducation. L'un concerne l'éducation de base, l'autre l'enseignement supérieur. S'agissant de l'éducation de base, l'UNESCO travaille depuis cette année avec 8 pays pour renforcer les capacités des institutions de formation des maîtres, notamment par l'utilisation de la technologie, pour améliorer, in fine, je dirais, la qualité de l'éducation. C'est un programme que nous mettons en œuvre avec l'appui de la Chine et qui, fondamentalement, vise à améliorer la qualité des apprentissages en valorisant, finalement, et en professionnalisant les enseignants, à la fois à travers la formation initiale, mais également en essayant de relever avec la technologie la question de la professionnalisation des enseignants, parfois appelés contractuels ou volontaires, qui, dans beaucoup de pays africains, constituent encore une masse importante au sein du corps enseignant et pour lesquels la question de la professionnalisation revêt un caractère d'urgence.
La deuxième initiative sur laquelle nous travaillons renvoie à une dimension qui a été évoquée, je pense que c'est Monsieur le ministre du Mali qui a évoqué la dimension régionale et sous-régionale et l'importance des dispositifs de coopération régionale, notamment au sein de l'UMOA. Et l'UNESCO travaille actuellement sur un projet appelé PATIS, qui est un projet d'appui à 8 universités, donc des pays de l'UMOA, pour les aider à développer les infrastructures, la technologie et les capacités en matière de pédagogie numérique au niveau universitaire dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme LMD. Donc c'était véritablement un programme important, structurant pour le développement de l'enseignement supérieur dans ces 8 pays et qui illustre, là encore, le potentiel d'une utilisation de la technologie pour améliorer à la fois l'accès et la qualité de l'éducation en Afrique. Je voudrais maintenant, peut-être pour terminer, souligner ce que j'appellerais peut-être deux écueils qui, à mon avis, méritent d'être repérés. Le premier écueil serait de céder à la course à la technologie. Je crois que la technologie en éducation, l'éthique constitue un domaine où il y a beaucoup d'effets de mode. Vous l'avez évoqué d'ailleurs au cours de cette rencontre lorsqu'il s'est agi de discuter des MOOCs, des fameux MOOCs. Donc là, il y a nécessité de prendre un peu de recul par rapport à ces développements pour s'assurer que les options technologiques qui sont prises, technologiques et pédagogiques, répondent véritablement à des besoins au niveau national. Le deuxième écueil, et là je voudrais également peut-être insister, c'est le risque de voir se développer à travers le développement de la technologie en éducation en Afrique de nouvelles formes de dépendance. Alors on l'a vu, le développement de la technologie en éducation doit faire face à plusieurs défis. Il y a bien sûr un défi pédagogique, il y a un défi technologique, mais il y a également des défis économiques et commerciaux. Donc il importe également que les États soient en mesure de s'approprier pleinement ces technologies, d'où l'importance, à nouveau, je le répète, du renforcement des capacités institutionnelles, du renforcement des capacités de développement de ressources pédagogiques, notamment les ressources éducatives libres, qui constituent pour l'UNESCO un outil très important pour généraliser et permettre l'accès du plus grand nombre à l'information et au savoir. Je voudrais également souligner une exigence qui peut-être n'a pas été évoquée de manière très visible au cours de nos discussions, c'est l'exigence de suivi et d'évaluation. Lorsqu'on regarde l'expérience internationale d'utilisation des technologies en éducation, on doit regretter peut-être que finalement les effets de la technologie sur les acquis scolaires sont difficiles à mettre en évidence. On n'a pas encore, je dirais, de démonstration de l'effet direct de la technologie sur les acquis scolaires. En revanche, il y a d'autres éléments qui doivent être pris en compte par rapport aux objectifs qui sont suivis, que ce soit l'élargissement de l'accès, que ce soit l'évolution des pratiques pédagogiques, que ce soit le développement de nouveaux modèles pour la formation des enseignants. Donc il importe également que les pays, que les ministères de l'Éducation se dotent des instruments, des indicateurs qui leur permettent de mesurer les réalisations par rapport à ces objectifs. Mr. Chair, I will end maybe by pointing out what could be a gap. When you ask us to also identify, possible gaps in our discussions, we are also responsible as a co-organizer. But one element that was not maybe much discussed is the gender dimension. I mean, to what extent technology in education can actually effectively contribute to, bridge the gender gap in participation, in access, in achievement in education? Is there a risk that introducing technology in education will actually, widen the gap further? I think this is a very important element also to take into account, in particular for Sahelian countries where we know that there is, a critical challenge in relation to gender equality.
And if I may just also end by saying that the composition of the panel in that respect maybe is not the best balance from that perspective. Thank you. Well, thanks very much, David, for pointing out the gender gap. But since I'm not a head of state, I hope I'm not accused of nominating these colleagues as ministers. I think you are addressing this to the wrong person. And in defense of the organizers, I know at least one lady minister who declined to participate and chose to ask others to do so. So it's not completely the fault of the organizers. Anyway, we have about, 10 minutes to give an opportunity to people to react. I'm sorry that the panel was big, but it was rich, and I think the summary was excellent. I think that my friend Mamadou has a real difficult role to play as rapporteur, because I think this was a very, very rich but I just want to take note of the two risks that David raised. We should not ignore those risks. They are really important. And of course, the point that he raised about exacerbating gender disparity. We did talk, David, about the marginalized and the disadvantaged, which includes actually women. But we did not specifically address the question of women. But I might also add that gender is not necessarily just against women, because there are some countries where young boys are an endangered species. Anyway, let's open it up for discussion. And as is the practice, I'll start with the first floor, then I'll open it up to the rest. The floor is open. Oh, there's nobody. Okay. Honorable Kilemi there, former Minister of Education. Thank you, Chairperson. And I'd just like also to congratulate the ministers for clearly showing the great commitment there is. In fact, it's very refreshing to know that all the countries are implementing the things we've been talking about the last 3 days, even though in different degrees. And also to know that learning from Uganda and Djibouti, it's a question of deciding is a priority. Uganda and Djibouti are not the richest African countries. But in Djibouti, all students have a laptop. In Uganda, they have computers in every school, and so on and so on. So it's a question of governments deciding this is where we have to put the money, because it's about Africa, it's not about anybody else. Thirdly, Bwana Chair, is just to say, I disagree with the OIF that we need to support governments to do policies. The era of policies should be gone. Otherwise, we'll be forever back. If we have not done policies on ICT the last few years, it's going to be very difficult to catch up in this race. So it is important, and if we don't, let's learn from those who have already done them. Fourthly, it's the issue of language. English is increasingly becoming the language of the internet. And we are not like the Chinese, who are 1 billion people, they can have their language. The Japanese have money, they can have their language, internet language, and Korea and so on. I think we need to think as Africans. We have Portuguese, we have French, we have our own, local languages. If we want to benefit from this revolution, we need to think more seriously about what kind of language we have to adapt. And finally, what ADB can do in all this. We have very many good examples. What can ADB do in terms of making this material available to governments to be able to learn from the experiences of Portugal, of Tunisia, of all these countries? And is it possible for ADB to come up with a basic template that we can probably use across the continent in terms of ensuring that we have met minimum standards? Thank you. Thanks. Technology is failing at an ICT forum. That's quite an irony. Anybody else wants to take the floor? I have somebody in the back, and then after that, Sheriff. And be brief so that other people can intervene. Yes, at the back there.
And be very brief, please. Thank you very much, Honorable Ministers. I must say that I'm extremely happy when I hear some of the kind of things you're warning us about, particularly to that notion that our educational system needs to change. I can stand here and tell you that I have never worked for a single day or contributed to society using anything I learned from a university. The difference came because I chose to get a computer when I was in school in 2000. And that has made all the difference. So we've talked a lot about, there's open source, different things you can do. Sometimes the answer is really, really simple. And it can be as simple as great video on a television. Mobile phones, sophisticated tablets, sophisticated software is not always the answer. And again, lastly, as an African network engineer who tries to teach other network engineers, one of our biggest problems with the internet in Africa is that we keep consuming content. And it's extremely important that until we can start creating this content and the systems that help us integrate ICTs into education, we will forever be at a disadvantage. So something like open source is something I will keep stressing, extremely important. I am not saying that we cannot pay for software. I'm simply saying that any software that means that we cannot have access to modify, hack, and use it the way we want is something we need to be very, very careful about. Thank you very much. Thank you. Sheriff, 1 minute. Merci, M. Senghai. Je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier tous les ministres pour leur intervention, qui sont très, très pertinentes en ce qui concerne les TIS. Mais j'ai un appel à lancer aux ministres. Et ça concerne particulièrement l'utilisation des TIC au service de la collecte des données. Alors, comme vous le savez, le plan d'action de la première décennie de l'éducation en Afrique, de l'Union africaine, a eu comme gros problème le manque criard de données. Nous sommes à la fin presque du plan d'action de la seconde décennie, il n'y a toujours pas de données. Les pays ne font pas remonter les données à l'USU, l'Institut des statistiques de l'UNESCO, qui est habilité à collecter, traiter les données. C'est vrai, l'expérience de SILA est une expérience extrêmement intéressante, mais je rappelle au pays qu'il y a la voie classique, n'est-ce pas, de remonter de l'information, qu'ils doivent utiliser de manière à ce qu'effectivement tout ce dont nous avons parlé hier ou depuis lundi, la planification, les plans, les plans opérationnels, le suivi, évaluation, la mise en œuvre puisse être, comment dirais-je, soutenue par des données de qualité. Et il y a les voies traditionnelles à l'heure actuelle de faire remonter les données. Moi, je demanderais tout seulement à tous les pays qui sont ici représentés, et particulièrement les ministres, une fois de retour dans leur pays, de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait cette union entre l'éthique et la collecte des données au service de l'évaluation des systèmes éducatifs africains. Merci. Thank you very much. I will now give the speakers 1 sentence each. The panelists 1 sentence each, starting from David, going up. Your parting statement on this issue, please. One sentence. Okay. Alors, pour terminer et pas conclure, je dirais que la technologie doit être au service de l'éducation et non pas l'inverse. OK. Mr. Chairman. Bon, mais rapidement, je vais quand même répondre à l'honorable ministre qui a posé la question sur les politiques. Nous disons, il y a des pays qui ont déjà des politiques, mais c'est une très bonne chose. Nous sommes prêts à les accompagner pour appliquer, mettre en œuvre leurs politiques.
Mais malheureusement, il y a encore des pays qui n'ont pas encore de politique. Et nous recevons des requêtes et nous leur disons, nous sommes prêts à vous appuyer à avoir des politiques. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous voulons atteindre des résultats, il faut savoir ce que nous voulons, où nous allons. Maintenant, Mr. Chairman, with your permission, there's a second question. La deuxième question, la question des langues. Notre rôle, c'est de promouvoir le français, c'est notre langue commune et nous en sommes très fiers. Cependant, nous sommes pour la diversité linguistique. Vous parlez français, je parle français. Vous parlez anglais, je parle français, il n'y a pas de problème. Et nous avons même un programme à l'OIF qui vise à promouvoir l'utilisation des langues nationales dans l'éducation que nous appelons ELAN, École et langue nationale en Afrique. Parce que nous estimons que les enfants qui ne parlent pas français chez eux à la maison et qui arrivent à l'école pour la première fois, il faut tout naturellement leur expliquer les premiers concepts, les premières notions dans la langue qu'ils comprennent. Et la langue qu'ils comprennent, c'est leur langue nationale. Donc la francophonie, notre rôle, c'est de promouvoir le français. Nous sommes unis par les Français, nous partageons des valeurs communes, mais nous sommes aussi pour la diversité culturelle et linguistique. Merci. Thank you very much. President, it is one sentence. Dear colleagues and participants, as I conclude, I'm saying that we should really invest in education and technology. Those countries which have not reformed their curriculum must do it, and we should focus on e-learning. And finally, I want to take this opportunity that Uganda, we are the one hosting the African e-learning next year in May. You are all invited. I thank you. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que la priorité devrait être pour beaucoup de pays la formulation de politiques. Parce que nous, ça ne marche pas. Donc, je disais que pour moi, le plus important, c'est la formulation de politiques pour l'intégration d'éthique dans l'enseignement dans nos pays. Nous sommes actuellement en train de faire quelques expériences, mais il faudrait les élargir. Ce n'est pas qu'il n'y a pas quelque chose qui est fait. Nous avons par exemple 2 collèges qui ont été ciblés pour l'expérimentation des tablettes numériques grâce à un financement de la Fondation Orange. Les matières qui sont enseignées sont les mathématiques, les sciences, l'anglais. Il y a 120 élèves qui sont concernés. Et nous allons aussi acquérir des tablettes numériques qui seront mises à la disposition des élèves du primaire dans 4 des 8 régions du pays. Puis après, donc, ça va être étendu aux 4 autres régions. Donc le défi, je crois, c'est celui de la généralisation de l'intégration d'éthique dans l'enseignement. Et pour cela, nous devons avoir le soutien et des institutions internationales et du secteur privé. Parce qu'il faut nous accompagner dans la formation des ressources humaines, mais il faut aussi nous accompagner, et là je pense au secteur privé, en ce qui concerne les équipements. Je vous remercie. Okay, I would like to suggest that in our sub-regions, a year from now, we should have a similar meeting, just a replica in the sub-regions, so this will help us just to work harder. Thank you. Je pense qu'il est extrêmement important, et l'ancien ministre l'a dit, sur la question des langues, il est important que si nous voulons aussi enrichir l'universel de notre propre apport, que nous puissions introduire les langues africaines dans ces contenus-là. Je vois notamment une langue comme le Hausa, le Bambara en Afrique de l'Ouest, le Swahili en Afrique de l'Est, le Lingala en Afrique centrale, par exemple. Je vous remercie. Muito obrigado. 2 ideias. A primeira, está claro que todos nós temos uma visão clara do que nós queremos e aquilo que nós precisamos para responder às necessidades de desenvolvimento das nossas sociedades.
A segunda ideia era reforçar o apelo aos nossos parceiros estratégicos de que a aproximação que devem fazer conosco deve ser uma aproximação baseada nas nossas necessidades e não na oferta das suas estratégias, provavelmente desenvolvimento das suas sociedades, mas sim nas nossas necessidades de desenvolvimento. Well, on your behalf, I would like to thank our panelists and for really a very, very good contribution to our debate. And I wish you 15 minutes break before we come back for the last session. Thank you very much. Enjoy your break. Very good comment. Very good comment. Particularly the deadline. Oui, je ne